Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un récapitulatif détaillé de la saison 3 de la Casa de Papel. Je vous rappelle que la saison 4 va sortir dans quelques jours et je me suis dit pourquoi pas se remettre dans le bain et faire un bon récapitulatif de la saison 3, de tout ce qui s'est passé, de tous les grands événements. Parce qu'il s'en est passé dans la saison 3 des événements importants. Cette vidéo sera différente des autres vidéos, cette fois-ci je serai pas en facecam, je serai tout simplement en voix off à animer cette petite vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre, c'est parti pour le récapitulatif détaillé de la Casa de Papel partie 3. 2 ans après le coup de la fabrique de monnaie, la bande se reforme avec cette fois de nouvelles têtes pour sauver Rio qui a été capturé par les autorités à cause d'un talkie-walkie piégé. Nous avons Palermo, Bogota, Marsella, mais aussi Raquel et Monica qui rejoignent la bande sous le nom de Lisbonne et Stockholm. Le professeur convoque le reste du groupe en urgence. Après des retrouvailles chaleureuses, l'humeur retombe vite lorsque les autres braqueurs découvrent que Rio s'est fait arrêter à cause d'un talkie-walkie piégé. Le procédé du professeur sera le même, un nouveau braquage. Le professeur révèle à Tokyo son idée. Organiser un braquage encore plus tornitruant que le précédent en dérobant l'or de la Banque de Madrid. Un plan qui fut imaginé 5 ans plus tôt en Italie par Berlin, ou plutôt Luis, de son vrai nom, le frère de Sergio. Et son plan commence par une grande opération médiatique, un lâcher de 140 millions d'euros en petites coupures au-dessus de Madrid. Dans l'épisode 2, Sergio retourne en Italie à Florence afin d'y retrouver Martin, le vieil ami de son frère. Berlin et lui avaient exposé à Sergio leur projet de s'introduire dans la banque 5 ans plus tôt. Après une longue discussion émouvante, Martin accepte sa proposition. Les deux hommes peaufinent ensemble les préparatifs du casse. L'objectif, frapper un grand coup pour sauver Rio, détenu illégalement par les services de renseignement. Rio, quant à lui, est détenu par la police et refuse de dénoncer ses collègues. Le groupe se réunit en Italie pour que le professeur commence à expliquer son opération intitulée Opération Aikido. Tout l'enjeu de ce cas sera de se servir de la force de leur adversaire à leur avantage, tout en bénéficiant du soutien de l'opinion publique à leur égard. Depuis 2 ans, les braqueurs au costume de Dali sont devenus des symboles de la résistance politique à travers le monde. 2 mois plus tard, l'opération est enfin prête. Première étape, des ballons dirigeables larguent des coupures de 50 € dans les rues pour créer un mouvement de foule géant, empêchant ainsi les forces de l'ordre d'intervenir. Le professeur et Raquel, ayant tout prévu, contrecarrent les interventions de la police emmenées par le chef des opérations de police, Pietro. Ils superviseront l'opération à l'extérieur comme pour le premier braquage. Dissimulés dans un véhicule d'intervention et vêtus d'uniforme de brigadier, ils pénètrent dans les lieux et après s'être assurés de l'évacuation du personnel, font exploser une partie de la façade. Le premier rouage est enclenché. Pendant ce temps, Rio est interrogé sans relâche et ce nouveau braquage ne joue pas en sa faveur. Dans l'épisode 3, Tokyo et Nairobi sont missionnés pour aller récupérer la carte donnant accès au coffre-fort où se trouve le butin. Lorsque les deux femmes demandent au gouverneur de les suivre, ce dernier insiste pour rester à sa place. Tokyo fait diversion et assomme un premier tome avant de tenir en joue 2 gardes, tout comme Nairobi. Mais l'homme assommé se réveille et menace Nairobi d'une balle dans la tête. Sous la contrainte et pour éviter toute effusion de sang, le gouverneur accepte de les suivre. Mais il réussit à s'échapper in extremis alors que les portes de l'ascenseur ne se referment. Obligés de récupérer la carte, les deux femmes se confrontent face à 5 gardes du corps armés. Palerme et Helsinki arrivent en renfort. L'un des 2 gardes tire et Palerme reçoit alors des éclats de verre dans les yeux. Le professeur qui a suivi la scène par un ordinateur fait une crise d'angoisse. Malgré sa blessure et bien qu'il soit aveuglé, Palerme préfère continuer l'opération. Bogota et Nairobi choisissent 4 otages qui s'avèrent être en réalité des complices pour aller percer un trou dans la porte blindée du coffre-fort. La phase 3 peut débuter. Après plusieurs minutes de tension, Bogota réussit à souder le sas de décompression. Ainsi, même si la pièce est inondée, le tube leur permet d'évacuer l'eau. 90 tonnes de lingots d'or sont désormais à leur portée. Pendant ce temps-là, Alice Sierra fait son entrée aux yeux des spectateurs. Elle promet de coincer la bande du professeur se nommant la Résistance. Dans cet épisode 4, Tamayo, qui mène les équipes à l'extérieur, décide d'enfreindre la loi et de confisquer tous les téléphones portables et autres outils utilisés par les policiers et l'armée. Il réussit à aveugler le professeur et Raquel en les privant de son et d'images. Raquel et le professeur ne peuvent plus aider les braqueurs et se retrouvent démunis. Le professeur et Raquel l'appellent pour trouver un arrangement, mais en vain. Tamayo fait venir Arturo sous la tente et lui montre les photos des braqueurs. Il lui demande de désigner le leader de l'équipe. L'ancien otage pointe alors la photo de Denver du doigt sans savoir qu'en réalité c'est Palerme qui est le chef, très probablement par pure jalousie envers Monica. Voyant qu'il manque de temps pour ouvrir la seconde porte, Palerme décide d'enclencher le plan Flipper. Le gouverneur refuse de coopérer une nouvelle fois pour déverrouiller une porte. Denver, fou de rage, le bouscule. L'otage se cogne par inadvertance la tête et s'écroule. Il ne leur reste plus que 2 minutes pour ouvrir la porte avant que l'armée ne rentre dans le bâtiment pour les arrêter. Bogota s'empare alors d'un explosif pour faire sauter le verrou.
Le colonel Tamayo fait entrer ses hommes dans la Banque d'Espagne. Les braqueurs, obligés de se défendre, utilisent les otages comme boucliers de défense. En pleine panique, Denver, qui avait prévenu Stockholm qu'il ferait tout pour la protéger, lève un drapeau blanc devant les forces de l'ordre et leur montre 2 valises rouges. Les autorités doivent alors se résoudre à ne pas lui tirer dessus, étant donné que ces valises contiennent les secrets du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du renseignement et de leurs dépenses. Les braqueurs gagnent un peu de temps grâce à ce coup d'éclat de Denver. Plus tard, on comprend que Palerme est homosexuel et qu'il enchaîne les relations sans lendemain en disant boum boum ciao à ses partenaires. Helsinki, plus sensible et tendre, se fait avoir par Palerme et passe la nuit avec lui avant de chercher du réconfort auprès de Nairobi. Un triangle amoureux se crée entre Nairobi, Helsinki et Palerme. Le gouverneur qui a survécu au choc de sa chute provoquée par Denver découvre grâce à Nairobi l'infrastructure faite maison des braqueurs pour faire fondre l'or. Pour assurer leur arrière, Stockholm a fait transférer toutes les données secrètes sur le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le renseignement au Pakistan, où se trouvent leurs hackers. C'est alors que débarque Alicia Sierra avec Rio, mal en point, mais enfin libéré de sa cellule de torture. Grâce à leur informateur, le professeur et les braqueurs savent désormais que Rio est vivant sur le sol espagnol et vont tout faire pour le retrouver. Alicia piège le groupe en divulguant dans la presse espagnole des fausses révélations sur le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et les renseignements afin de brouiller les pistes. Le professeur perd alors sa monnaie d'échange contre Rio. Le président autorise l'entrée de l'armée dans la banque pour gazer les braqueurs avec de l'halotane. Au volant de son camping-car, avec Raquel, le professeur pense être suivi et panique. Il perd son antenne de communication et s'embourbe dans une route secondaire. Heureusement, le chef des Robins des Bois se fait aider par des habitants du coin. Plus de peur que de mal pour le couple qui repart en trombe vers leur planque où ils tentent de communiquer avec les braqueurs. C'est finalement Tokyo qui reçoit le message du professeur et prévient de justesse le reste de la bande pour le gaz narcotique. Le professeur propose alors à son groupe un nouveau plan d'attaque: utiliser l'halotane contre les soldats qui se sont introduits dans la banque et les piéger vers la sortie. Finalement, le nouveau plan du professeur fonctionne à merveille et aucune perte n'est à déplorer. Les braqueurs font prisonnier Suarez et son unité d'élite et forcent ces derniers à enregistrer une vidéo où ils implorent les autorités d'ordonner un cessez-le-feu, le tout en chantant Bella Ciao. Le professeur demande enfin la requête ultime à Alicia: libérer Rio. Alicia accepte par contrainte et ce dernier débarque alors devant la Banque d'Espagne comme un roi acclamé par la foule et retrouve Tokyo. Rio, libéré par la police et acclamé par la foule, pénètre dans la Banque d'Espagne et retrouve avec émotion ses camarades braqueurs tandis que le professeur ordonne à Denver et Helsinki de relâcher une partie des otages comme convenu. Arturo, planté devant la banque, se précipite discrètement à l'intérieur de l'établissement avant que les portes ne se referment. Il jure cependant ne pas être armé et il est inspecté par Monica alias Stockholm à qui il demande des nouvelles de leur fils. Il avoue la manière dont il s'est comporté avec elle et demande à être plus présent dans la vie du petit Cincinnati. Rio, quant à lui, part s'isoler avec Tokyo pour des retrouvailles que la jeune femme qualifie de plus beaux moments du braquage avant une chute qui promet d'être forcément plus dure. En parallèle, Alicia Sierra fait comprendre à Tamayo que tout ce qu'il a tenté jusqu'à présent était ridicule. Le professeur ne cesse d'avoir des temps d'avance sur eux, mais heureusement, Alicia a plusieurs idées pour riposter et renverser la tendance. Le plus important est de trouver de quelle manière les braqueurs comptent faire sortir l'or grâce au témoignage des otages libérés un peu plus tôt. Alicia découvre que les braqueurs font fondre l'or qui se trouve dans la banque. Le professeur appelle Rio pour prendre de ses nouvelles. Alicia, qui a placé un micro sur Rio, écoute leur conversation mais ignore que le professeur s'en doute. Ce dernier prononce en effet le terme petites vacances pour alerter les braqueurs et on découvre lors d'un flashback remontant à la préparation du casque qu'une telle éventualité avait été envisagée et que l'équipe s'était préparée à extraire un dispositif implanté dans des tissus humains en s'entraînant sur un cochon mort. Les braqueurs comprennent qu'ils vont devoir opérer Rio pour lui retirer le micro en question. Alors que Rio prend un bain, Tokyo lui fait un striptease et lui apprend via des phrases écrites au feutre sur son corps qu'Alicia lui a implanté un micro. Alors qu'elle le rejoint dans la baignoire, Rio lui avoue que leur histoire ne peut plus continuer. Il ne peut plus être son petit chien et doit apprendre à vivre sans elle. Tokyo le supplie de ne pas la quitter et de retourner sur l'île avec elle, mais Rio a compris qu'il ne pourrait jamais mener le même genre de vie, elle et lui. Plus tard, grâce à un détecteur de métaux, Helsinki localise le micro caché dans le corps de Rio et les braqueurs le lui retirent alors qu'il est endormi sous anesthésie. Andrel appelle Tamayo et lui annonce avoir trouvé la trace du camping-car du professeur et de Raquel. Suarez se propose pour diriger l'opération. Une dispute éclate entre Raquel et le professeur, tous deux en désaccord, et un drone de la police a repéré leur voiture d'ambulance. Le professeur et Raquel prennent donc la fuite au volant du véhicule lancé à toute vitesse puis mettent leur plan à exécution.
Ils vont se séparer, Raquel saute alors de l'ambulance en marche en première, puis vient le tour de son compagnon de s'extraire du véhicule. Comme convenu, ils restent ensuite chacun de leur côté dans un périmètre de 500 mètres, l'épicentre, et localisent un arbre dans lequel ils vont pouvoir grimper et se cacher pour ne pas être attrapés par la police. Mais alors que le professeur parvient à bout de son plan sans problème, Raquel pense qu'elle va être repérée et improvise. Elle part se cacher dans une ferme avoisinante. Le professeur craint le pire pour Raquel. Dans l'épisode 8, le professeur fait enfin une vraie déclaration d'amour à Raquel par audio. Tout est pardonné entre les deux personnages. Pendant ce temps-là, Tokyo noie son chagrin dans l'alcool et son comportement devient de plus en plus encombrant suite à la rupture avec Ryo. Elle dit que leur histoire se résume à du temps perdu, ce qui blesse Ryo, et part ensuite retarder le travail de Nairobi. Tokyo tente ensuite d'embrasser Denver, mais ce dernier le repousse et lui demande de partir hors de sa vue. Tokyo met en danger toute l'équipe. Plus tard, le professeur appelle Palerme et lui demande d'activer de toute urgence le plan Alcatraz. Dans un flashback, le professeur explique à son équipe que si Raquel et lui finissaient par se faire arrêter, il leur faudrait mettre en place une diversion pour rendre complètement fous les flics. Et la seule chose qui pourrait être plus importante que la capture du professeur et de Raquel à leurs yeux serait évidemment le fait de pouvoir tous les capturer. En demandant à Palerme d'activer le plan Alcatraz, le professeur souhaite donc que les braqueurs fassent croire à la police qu'ils tentaient de fuir la banque avec l'or qu'ils ont dérobé. Et pour ça, ils vont se servir du micro et du GPS qu'Alicia avait implanté dans le corps de Ryo. En évoquant un tunnel, en faisant des bruits qui laissent penser qu'ils sont en mouvement et en plaçant notamment le GPS sur un furet, les braqueurs donnent l'impression à Tamayo et Alicia qu'ils sont en train de quitter la banque via un tunnel secret inondé à l'aide de wagonnets propulsés par des moteurs de hors-bord. Comme convenu avec le professeur, les braqueurs détruisent ensuite le micro afin que la police ne puisse plus se fier qu'au GPS. Tamayo ordonne alors à ses hommes d'intervenir dans les tunnels afin de stopper Palerme et sa bande, mais l'unité spéciale de la police finit par découvrir qu'elle avait en réalité affaire à un furet déguisé en Dali, du nom de Sophia. Raquel est repérée par les habitants de la maison qui l'ont reconnue et braquent des fusils sur elle. Ils sont bien décidés à obtenir les 10 millions d'euros promis en récompense par la police et Raquel est acculée. Elle leur propose donc de leur donner dès maintenant 15 millions d'euros. Le couple d'habitants semble prêt à accepter quand Raquel entend des sirènes de police approcher de la maison. Elle leur demande alors de le cacher et se dit prête à leur donner 2 millions d'euros dès maintenant puis le reste de la somme plus tard, mais la femme craque et part prévenir la police de la présence de Raquel chez elle. Entre elles appelle Alicia pour lui demander ce qu'il doit faire, tandis que Suarez débarque dans le poulailler et braque son arme sur Raquel. Il la force à lui dire où est le professeur, mais Raquel ne cède pas et le professeur entend que 2 coups de feu ont été tirés par Suarez qui parle ensuite à ses hommes de légitime défense. Persuadé que Raquel est morte, le professeur s'effondre de chagrin mais ne se doute pas qu'il vient d'être pris à son propre piège, aveuglé par la paranoïa de ce qu'il entendait. Car en réalité, Alicia a demandé à Suarez de simuler une exécution et d'arrêter Raquel qui est donc toujours en vie. Du côté de la Banque d'Espagne, Alicia dépose l'ours en peluche du fils de Nairobi devant l'établissement et les braqueurs envoient des otages le récupérer. Nairobi craque en tenant l'ours dans ses mains et confie à Monica qu'elle se servait de son fils comme mule lorsqu'elle devait dealer et cacher des pilules à l'intérieur de l'ours en peluche avant d'emmener son fils au parc. Nairobi reçoit donc un coup de fil d'Alicia qui dit avoir Axel, son fils, à ses côtés. Nairobi ne la croit pas et Alicia emmène alors Axel devant la banque. Nairobi s'approche de la fenêtre et fond en larmes en voyant son fils. Sur ordre d'Alicia, un sniper en profite pour tirer sur Nairobi qui se prend une balle au niveau de l'omoplate et s'effondre en sang. Les braqueurs tentent de l'aider et sont bien décidés à retirer la balle, tandis qu'Alicia profite du fait qu'ils soient tous préoccupés par le cas de Nairobi pour lancer une attaque. Denver aperçoit des tanks se diriger vers la banque et Palerme appelle le professeur qui lui fait comprendre qu'il ne s'agit plus d'un braquage mais d'une guerre. Palerme, Ryo et Tokyo se mettent donc en place pour riposter. Ils ouvrent les portes de la banque et tirent à l'aide de lance-roquettes sur les tanks qui foncent à toute vitesse sur eux. Le premier tank explose et les braqueurs referment les portes de la banque. Un peu de temps a été gagné, mais l'état de Nairobi très préoccupant ne s'améliore pas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette partie 3. J'espère que je vous ai rééclairé les idées avant la sortie de la partie 4 qui sort dans 2 jours. N'hésitez pas en tout cas à me dire votre avis dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. J'ai hâte de savoir comment la bande du professeur et le professeur vont s'en sortir. En tout cas, je pense qu'il y aura des dégâts. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires vos petites théories. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.